Bonjour à toutes et tous. Donc Audrey Pratt, directrice développement durable d'ID Kids. Donc ID Kids, c'est un écosystème d'une quinzaine de marques au service de l'enfant. Donc nous avons des marques textiles comme Okaidi, Jacadi, marques de jouets, Oxybul, Éveil et Jeux, mais également des crèches, Rigolo comme la vie, des médias autour de la parentalité, Conso Baby. Donc c'est beaucoup plus petit que Carrefour, mais c'est 6000 collaborateurs, 63 pays, 1300 magasins et 670 à peu près en France, 800 millions de chiffre d'affaires. Voilà. Et donc pas exemplaire historiquement en matière de RSE, la mode enfance et du jetable. On va bien s'amuser. Hein. Donc c'est... Exactement. C'est effectivement une entreprise, parce que dans la RSE, il n'y a pas que l'environnement, ils font penser, hein, et je préfère dire développement durable, économique, social et environnement. Et donc cette entreprise est née avec une raison d'être historique, We Hack for Kids, et une mission, entreprendre pour que le monde progresse au service de l'enfant qui grandit. Donc sa première vocation RSE a été très sociale, avec beaucoup de dimensions sociales au service de l'enfant et des parents en précarité notamment. Donc moi je suis Bertrand Zulerski, je suis en charge des sujets de RSE ou développement durable. Enfin bon, voilà. Tu veux savoir un peu ce qu'est mon métier en fait, plutôt que de savoir ce qu'est Carrefour. Avant, j'ai fait du conseil dans le domaine de l'environnement. Après, j'ai fait de l'audit sur la partie sociale, justement, d'abord dans le textile, sur le non-alimentaire, etc. Et puis un jour, Carrefour m'a appelé pour devenir le directeur RSE du groupe. Et c'est là où j'ai connu Carole de Montlufier, que je revois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et c'est elle qui m'a accueilli chez Carrefour il y a 11 ans. Voilà. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'abord, de définir une stratégie pour le groupe. La première chose, c'est de définir une stratégie sur les grandes thématiques. Vous avez évoqué le sujet de la biodiversité. En effet, il y a 10 ans, on voit émerger le sujet du climat en se disant, bien sûr, que toutes les entreprises vont devoir définir une trajectoire climatique. Et donc, c'est comment on arrive à ce que le groupe Carrefour définisse une trajectoire climatique. Et c'est pas si simple. Hein, c'est-à-dire que comment j'arrive à la mesurer, comment j'arrive à avoir des données dans tous les pays. Ça va de nos magasins qui sont au fin fond de l'Argentine jusqu'en France, jusqu'en Asie, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Le sujet de la biodiversité, on le voit arriver il y a 7-8 ans, hein, comme une thématique qui va monter. Donc moi, mon métier, c'est d'abord, de définir une trajectoire pour le groupe Carrefour et de vendre cette trajectoire à nos investisseurs. Hein, donc tout ce qui a été évoqué au début, c'est comment je fais pour qu'un investisseur qui mette 1 euro aujourd'hui chez Carrefour et qui connaisse l'entreprise se dit, tiens, cette entreprise-là, elle a aussi une trajectoire sociétale. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'aujourd'hui, parce que je prends de nouveaux engagements, on est en train de faire monter le cours de bourse. Je ne suis pas tout en train de vous dire ça. Mais peut-être que ce que j'ai ressenti les 10 dernières années sur ce volet-là, c'est qu'une montée en puissance d'investisseurs, de manière assez importante. Ça veut dire qu'au début, justement avec Carole, quand on rencontrait les investisseurs, c'était devant nous des gens qui étaient hyper calés en ESG, qui nous posaient des questions techniques, mais ils étaient isolés au sein de la banque. Ils étaient assez isolés. Maintenant, on a des généralistes devant nous qui nous posent des questions. Mon patron est challengé en roadshow. Donc, il y a une montée en puissance du secteur financier qui est très importante. Donc ça, c'est cette partie qui nous met une certaine pression et sur laquelle nous, on est obligé de toujours avancer. Donc la mécanique en gouvernance, c'est de toujours avancer. Ça, c'est une partie de mon métier. L'autre partie, c'est d'essayer de trouver les tendances de consommation dans tous les pays. Qu'est-ce que le client, quel est l'appétit un peu du client sur les différents sujets sociétaux. Donc on a différentes thématiques, on a le gaspillage alimentaire, le zéro plastique, les produits sains, le local, etc. Et puis après, on va essayer pays par pays de savoir ce qui est en ce moment la société. Par exemple, vous voyez en ce moment, les Français, le sujet numéro 1 sociétal, c'est le gaspillage alimentaire. La réduction du gaspillage alimentaire liée au pouvoir d'achat, etc. Et de se dire comment j'arrive à mener des actions très concrètes pour nos clients au quotidien. Et donc c'est la seconde partie qui est peut-être la plus complexe parce qu'il va falloir mettre en œuvre des projets. Parce que là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a la com. Hein, la com, c'est ce qui est la partie visible. Mais ce qui est le plus dur, c'est de faire le projet. D'un pays à l'autre, d'une région du monde à l'autre, les préférences, les sensibilités peuvent être très différentes, j'imagine. Je dirais que c'est les mêmes thématiques, mais ce n'est pas le même niveau de maturité. Par exemple, si je prends le zéro plastique en France, c'est assez fort. Ça veut dire qu'on a bien senti que, par exemple, quand la banane, il y a 4 ans, on a enlevé le sachet plastique de la banane, on a senti nos ventes monter en France. La même action en Espagne ne faisait pas monter les bananes.
Donc, par contre, en Espagne, maintenant, la sensibilité, elle devient hyper forte sur le local, sur l'ultra-local, sur acheter espagnol. Alors en France, il y a bien sûr le français, mais c'est beaucoup moins fort qu'en Espagne. Et dans tous les pays, on a une sensibilité différente que l'on mesure. Renaud, qui es-tu et qu'est-ce que Sweep? Alors, moi, je travaille sur le climat depuis 15 ans. J'ai commencé à bosser 10 ans pour une ONG française qui s'appelle le GRS, basée dans le sud de la France, Accel Énergie, vraiment une belle ONG française dont on peut être fier, qui a une quarantaine d'années. Et pendant 10 ans, j'ai vendu les crédits carbone de cette ONG. Donc c'est mon sujet de cœur que je défends bec et ongle avec une vision, en fait, parce que l'expertise ne sert à rien si elle n'est pas au service d'une vision. Après, j'ai fait 3 ans chez M. Jancovici, où j'ai monté le pôle neutralité carbone de Carbone 4, donc en tant que manager, où j'ai développé la Net Zero Initiative, parce que la mission qui m'avait été confiée par Jean-Marc, ça a été de faire le ménage dans les allégations de neutralité carbone. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Et pareil comme manager que comme communicant. Avec une perruque, c'est encore mieux. Et puis j'ai rejoint Sweep donc il y a 2 ans et demi en tant que salarié numéro 1, mais c'est vraiment la belle histoire parce que je suis le premier qui est arrivé avec l'expertise climat et carbone. Les cofondateurs viennent de la data, de la business intelligence pure, donc notamment Rachel Delacour, qui avait déjà créé une entreprise qui a été vendue à Zendesk, un géant américain, et qui a lu le GIEC et qui s'est dit « Ok, qu'est-ce que je peux faire en fait ?» Et c'est la meilleure histoire qu'on puisse écrire parce que ce sont des personnes qui ne viennent pas du climat et du carbone qui vont écrire ce qu'on est en train de faire. Donc Sweep, c'est une plateforme collaborative, SaaS, d'accord, pour l'extra-financier. On a levé 100 millions de dollars en 1 an pour être bien financé tout de suite et avoir les bonnes personnes. Et voilà, on avance. Donc ça sert à piloter la trajectoire. Tu rentres toutes les infos que tu as mesurées, Valérie, et tu rentres toutes tes actions, tu écris tes KPI et tout ça. Ça fait tout ce qu'on peut faire depuis 20 ans. C'est-à-dire depuis 20 ans, en fait, on a créé le GHG Protocol, le bilan carbone, tous les facteurs d'émission, votre SBT, votre cible de degrés, tout ce que vous voulez. Tout est dedans. Donc ça mesure, ça simule, ça fixe une cible. Ça crée des initiatives pour savoir si on est sur la trajectoire ou si vous êtes en dehors des clous. Reporting, CSRD, on anticipe. Et voilà. Et merci Valérie pour l'introduction. Parce que risque et opportunité, c'est vraiment les seuls mots qui fonctionnent. Parce que les papillons, ça ne marche pas, quoi. Et donc il y a des enjeux du retail pour répondre à ta question, Cédric. Ouais, on y revient juste après. On va d'abord peut-être demander à Audrey et à Bertrand de nous expliquer chez vous. Alors, chez ID Kids, ça dépend un peu des métiers, j'imagine. Chez Carrefour, tu nous l'as dit, c'est encore plus vaste. Mais malgré tout, le poids du corps, sur quoi vous le faites porter? C'est quoi les grands sujets, les priorités, là où vous mettez vraiment le plus d'énergie? Parce que si on faisait la longue liste de tout ce que vous faites, il y en a pour un moment. Donc en quelques mots, s'il y a des priorités ou des enjeux premiers, je suppose que dans le textile, ça va beaucoup porter sur le produit lui-même, j'imagine. On est plutôt climatique dans cette table ronde-là. On n'est pas très sociétal. Je sais qu'Audrey le regrette et qu'elle m'a dit ouais, ça. Voilà. Mais faut juste on n'a pas de siloter les sujets parce que c'est ce qui nous pend au nez et ce qui nous fait rater l'objectif. Alors, je ferme la parenthèse. Je vais me montrer un petit peu discipliné quand même pour ne pas décevoir. Je ne t'interdis pas d'en parler. Alors vas-y, c'est quoi les grands sujets, les grandes priorités? L'enjeu clé justement pour rester fidèle à notre raison d'être et être au service de l'enfant qui grandit, donc les générations futures et donc du social, mais évidemment de l'environnemental, cher Cédric. C'est important de transformer tous nos leviers opérationnels finalement d'action et de projection. Il faut effectivement apprendre à se projeter autrement pour rester fidèle finalement à notre raison d'être. Et donc à très court terme, les enjeux chez ID Kids, c'est la mesure, parce qu'effectivement on a des super plateformes, mais il faut quand même avoir la data et la mesure disponible en amont. C'est un vrai sujet dans les boîtes matures et historiques, on a 25 ans d'existence. Donc la mesure structurée, informée, formée et outillée. Et en fait, sur ce premier temps court terme, ça permet d'initier la transformation. Voilà, l'idée, c'est d'être concret. Merci.
Ça va être dur de parler et boire en même temps, mais... Non, mais c'est pas du tout. Je te laisse. Vas-y. Ok. Et donc je suppose que quand vous avez décidé de lancer ces plans d'action-là, c'est beaucoup sur le produit, la éco-conception et la trace carbone chez toi, elle est dans le produit, j'imagine, plus que dans les boutiques. Alors évidemment, quand je parle de la mesure, on mesure l'impact du produit, mais pas que, et on mesure l'impact du produit pas que sur le climat. C'est très important. Donc on mesure l'impact sur l'ensemble du cycle de vie. Donc il y a les 6 étapes, en gros de la conception, fabrication, l'usage qu'il ne faut pas oublier, notamment en relation avec nos consommateurs, nos clients, et la fin de vie. On parlait du recyclage tout à l'heure. Et ça sur différents critères. Le climat, évidemment, parce que c'est ce qui est le plus mature aussi dans nos échanges, donc c'est important tactiquement de parler de ça, mais la biodiversité, l'usage des sols, la pollution de l'air, enfin voilà, donc on a jusqu'à 16 critères. Et donc l'impact de nos produits, effectivement, pèse lourd. Mais on peut segmenter la chaîne, donc il y a le travail sur les matières premières, sur le processus de fabrication, les transports, voilà. Mais la difficulté, c'est toujours que le nombre de sujets, le nombre de leviers qu'il faudrait actionner est virtuellement infini. Enfin, c'est la totalité. Ça ouvre le champ des possibles. Et absolument. Et donc, comment tu priorises dans tout ça? Parce que vous êtes sur beaucoup de fronts à la fois, ou vous avez choisi quelques thèmes? On est agile et pragmatique, donc on a des sujets de fond qu'on adresse qui prennent du temps. Donc on inscrit des stratégies long terme de matière, par exemple, avec ce que vous évoquez. Le risque, nous on utilise beaucoup de coton, donc il y a un vrai risque, ne serait-ce qu'accéder à la matière, qu'elle soit conventionnelle ou issue de l'agriculture biologique. Donc ça, c'est des stratégies de fond. Et puis, très tactiquement, quand on fait de l'éco-conception, on a pour une marque Chippy qui est à base de jeans, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de la marque Chippy, le petit chien, voilà. Donc qui fait partie de notre système de marque, forcément, génial Audrey, développement durable, on va faire un jean parfait. Bon, ok, facile à dire. Est-ce que du coup vous êtes en mesure, donc là je suis un peu sur la tactique, de construire vos produits, mais pas du tout de la manière dont on le fait historiquement? Donc je leur retourne la tête, donc des fois ça chahute un peu, mais là du coup on est en train de trouver une nouvelle façon de fonctionner. Donc là c'est tactique court terme, mais pour amener des preuves. Et donc forcément un jean Chippy, pour qu'il soit fun, enfin là il n'y a pas beaucoup, il faut qu'il soit un peu délavé, parce que c'est les tendances de marché. On sait que le délavage c'est quand même pas génial. Et ben finalement on s'est dit tiens, peut-être qu'il ne faut pas le délaver, mais grâce à une technique du jacquard par exemple, donc on tisse, on fait un effet délavé. Donc du coup, on saute une étape de la production. Donc même économiquement, c'est intéressant. Par contre, après, il faut aller trouver les savoir-faire. Donc on va sur le terrain en France. On a trouvé quelqu'un qui fait du jacquard et on est en train de co-construire. Donc tout le monde sur le terrain. Et donc en fait, on ne refait pas du tout comme avant. J'ai mon offre, j'ai mon modéliste, j'ai mon styliste, j'ai mon appel d'offres, j'ai mon contrat, j'ai ma quantité. Là, on dit attendez, on a l'intention, toujours l'intention avant l'action. On va sur le terrain et on réinvente la façon de faire. Donc voilà, donc il y a 2 échelles stratégiques et puis tactiques pour amener des preuves, échanger les pratiques. Alors, ça paraît plus que tactique ce que tu décris là, parce que ce qui est intéressant quand on t'écoute, c'est qu'on se dit que finalement, rajouter une ambition RSE sur les produits, c'est pas rajouter des coûts qu'on vient empiler par-dessus les c'est pas faire un process millefeuille, qu'on surtout avait pas. avant. Et c'est bien une reconception assez radicale de la façon de travailler et d'aborder les choses. Et que c'est ça qui permet de réconcilier la RSE et la rentabilité, c'est de travailler différemment. C'est pas juste de faire une contrainte en plus. Oui. Bertrand, et chez Carrefour, alors dans la longue liste de toutes les initiatives de Carrefour, est-ce qu'il y a des majeurs ou des choses qui émergent, ou est-ce qu'au contraire, il faut être sur tous les fronts et on ne peut rien lâcher nulle part? Non, il y a d'abord, il faut comprendre que dans le retail, il y a 5 grands enjeux auxquels on a à faire face. Le sujet climatique, le sujet de la biodiversité, le sujet de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, et pas uniquement de nos équipes, mais aussi de nos clients. Le sujet de la santé. Le sujet de la santé, il est clé. Hein. J'y reviendrai. Alors, je sais que ce n'est pas le propos de la table ronde, mais c'est un sujet sur lequel, évidemment, en France, on ne se sent pas exposé. Hein, mais nous, on le voit dans tous les pays dans lesquels on exerce, que le sujet de l'obésité infantile est un sujet émergent, voire qui a déjà émergé. Mexique, ça a déjà émergé, on a déjà des législations.
Au UK, on a une législation qui nous interdit de vendre des produits gras, salés, sucrés en tête de gondole, ou en devant de caisse. Donc ça, c'est des sujets qui vont dépasser, à mon avis, les sujets environnementaux dans les prochaines années. Et puis on a le sujet aussi, du risque, de la prévention des risques. Ça a été évoqué aussi au début, en première intervention. C'est que comment je fais pour faire face comment je fais pour faire face d'abord à une explosion de la consommation de citron vert. Ça veut dire que si tout le monde se met à faire des mojitos, et ça c'était il y a 4 ans, tout le monde se fait à faire des mojitos, nous on doit vendre des citrons verts. Les citrons verts, ça ne se produit pas comme ça d'un seul coup, etc. Il faut quand même réussir à faire face, et vous imaginez que, on a ça sur différentes thématiques. Peut-être qu'ici, vous consommez plus d'avocats maintenant qu'il y a 5 ans. Il faut juste vous dire que quand tout le monde fait ça, si vous en consommez juste un en plus par mois, que tout le monde sur la planète en consomme un en plus par mois, bien à un moment, nous, on est obligé de le prendre en compte. Donc en fait, on essaie de prendre en compte un tout petit peu en amont, de savoir comment on va réussir à le faire, comment on va réussir à faire de la polyculture, comment on peut produire différemment. Tout ça, c'est un volet sur lequel, très honnêtement, il faut être humble. On a quand même du mal à l'appréhender. On a du mal à appréhender cette thématique parce que c'est mondialisé, parce que la consommation bouge très très vite maintenant. Elle avait beaucoup plus d'inertie avant. Maintenant, vous avez des grands... vous voyez, je vous donne l'exemple de l'avocat et du citron vert parce que c'est très parlant pour vous. Vous l'avez vu arriver dans votre vie en tant que Français. Donc ça, c'est exactement le genre de grand défi sociétal auquel la consommation a à faire face. Le Carrefour fait partie de ce que, dans la terminologie, on utilise le terme de grande distribution, c'est-à-dire qu'il y a cette idée que vous êtes un sélectionneur de produits, vous assurez la répartition, la mise à disposition physique des produits, mais que vous n'êtes pas tellement responsable de l'offre finalement, dans la terminologie historique. On voit bien que c'est un peu daté, c'était peut-être vrai il y a 50 ans, mais que... Donc, dans quelle mesure, dans le travail que tu fais, dans ce que tu fais chez Carrefour, tu as un regard complet sur la filière qui remonte jusqu'en amont, jusqu'à la production, etc. Ou est-ce que le poids du corps, il est sur le métier de distributeur et la façon de distribuer, finalement ? C'est un peu les deux, pour plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est que remonter des filières, on a des filières qu'on appelle, nous, les filières qualité Carrefour. Remonter des filières, c'est pouvoir travailler en amont. Ça veut dire qu'on va pouvoir réussir à faire, là je donnais l'exemple la semaine dernière, une pomme de terre qui n'a pas été traitée après récolte, qui a aussi réduit les produits de traitement chimique pendant la production. On va réussir à le faire uniquement si on a une filière. Donc ça, c'est la raison pour laquelle il faut construire ces filières et c'est une demande sociétale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les filières, elles nous servent à nous sécuriser. Si je n'ai pas réussi à contractualiser avec mon producteur de citron vert, l'année d'après, il les vendra chez quelqu'un d'autre. Et si moi, je n'ai pas de citron vert en magasin, je perds un client. Donc en fait, ça, c'est les deux raisons principales. Et la troisième maintenant, qui est devant nous et qui est très importante, c'est que, si je reviens au sujet climatique, c'est que nous, sur notre empreinte climat, il faut savoir que 2% de notre empreinte climatique, elle est liée au magasin. Donc elle est importante quand même, mais les magasins, c'est la production de froid, en majorité, c'est l'éclairage, etc. Mais ça, c'est que 2%. Les 98 autres pourcents, c'est tout ce que l'on vend. Et dans tout ce que l'on vend, il faut voir qu'il y a à peu près 30% qui sont liés aux matières animales, à la protéine animale. Donc, en fait, on doit devenir quelqu'un qui va amener le client à changer sa consommation. Et ça, c'est un challenge. C'est un vrai challenge, parce qu'en fait, les clients, ils ont une liste de courses. Peut-être que toi, tu as aussi une liste de courses quand tu fais les courses. Est-ce que tu fais les courses ? Bien sûr, mais le client, il n'a pas envie que tu lui fasses de la pédagogie. Le discours, il faut éduquer le client. Les clients, en général, ils vous disent c'était sympa. Non, mais ça, il faut complètement oublier. Ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai un système pour éduquer les clients. Mais on n'éduque pas les clients. C'est déjà, c'est pas notre rôle. D'accord ? Et il ne faut surtout pas essayer de le faire. Et puis après, on accompagne la transformation du panier d'achat du client, pas en lui disant... Tenez, venez voir ici, vous allez avoir de nouvelles opportunités pour consommer différemment. C'est pas vrai ça. Ce qui est vrai, c'est que sur ce parcours d'achat, on peut essayer de lui mettre des petits obstacles à sa liste. Ça veut dire que, par exemple, le client vous avait écrit banane sur sa liste et vous arrivez à lui vendre une banane bio ou une banane issue de France et vous arrivez à faire des mouvements comme cela. C'est le challenge. Parce que si on n'arrive pas à changer le mode de consommation entre des protéines animales pour les faire passer à des protéines végétales, on n'arrivera pas à tenir notre objectif climatique. Parce que l'enjeu, il est climatique. Et ça, je pense que c'est le défi de tout le retail alimentaire dans les prochaines années, c'est de se dire comment j'arrive à ce que nous, en terminologie, on appelle ça le scope 3, comment moi j'arrive avec mon client à danser un genre de tango
pour que sa liste de courses soit changée. Je vais finir là-dessus, mais c'est qu'un Français a environ 13 menus en tête. Le lundi, c'est quiche Lorraine. Le mardi, c'est salade de je sais pas quoi. En fait, on a que 13 en tête. C'est pas énorme. Un anglo-saxon, on a 8 ou 9, donc on est quand même meilleur. Mais comment je fais pour que le 14e et le 15e soient en protéines végétales et soient différents des autres? Et ça vous paraît peut-être un tout petit pas, mais c'est un pas énorme. C'est un pas énorme. Il y a énormément de gens qui ont du mal à passer le cap d'un menu supplémentaire. Alors vous avez une caractéristique tous les deux, c'est que vous êtes dans des entreprises qui ont une assez bonne maturité, on va dire, sur ces sujets, et ça fait longtemps que vous travaillez dessus, ce qui n'est pas le cas de tous les distributeurs, loin s'en faut. Renaud, tu as quel sentiment, puisque toi tu as une vision assez large, tu travailles avec pas mal d'enseignes en différents secteurs, la préoccupation, elle est relativement récente finalement, même si d'un côté les premiers rapports du GIEC et les premières alertes remontent à très longtemps, le Club de Rome, etc. C'était il y a 60 ans, bon, 50. En même temps, la vraie prise en compte dans les entreprises, elle est relativement récente. Le sentiment que tu as dans ce que tu vois chez les retailers d'une manière générale en France, c'est qu'en fait on est encore très en bas de l'escalier. On a un petit portefeuille d'actions RSE, on met des lettres dans les magasins et on fait 3 trucs pour avoir moins d'emballage, ou on est vraiment engagé avec des choses dans lesquelles il y a une ambition et une authenticité, une profondeur de l'effort. On est à quel niveau de l'escalier là ? Je crois que le pied a été levé, première marche, mais on hésite à lever le second en fait, parce qu'on n'y est pas encore. Enfin, moi, ce que j'entends dans le discours de Bertrand, c'est une forme de schizophrénie. Donc il y a, en gros, on doit créer les repas végétaux de protéines végétales pour nos clients, mais on suit les tendances. Et on ne doit pas éduquer les consommateurs. Mais je n'y crois pas du tout. C'est votre rôle, avec le nombre de gens qui viennent faire des courses chez vous, votre rôle est d'influencer et de prendre les devants sur ce qu'on va acheter dans vos magasins. C'est tout. Et donc ce que moi je vois, c'est que on a compris 2-3 trucs, ce que c'est que le scope 3, on dépend des produits qu'on achète et on dépend des gens qui viennent chez nous, mais on veut quand même pas trop orienter les choix. On suit les tendances, vous l'avez dit depuis le début, on regarde les pays et on voit, mais en fait, faites-la la tendance. Créer, influencer, c'est ça votre pouvoir en fait. Donc en fait, vous avez un soft power qui est dingue, parce que vous êtes un passe-plat. Donc la responsabilité, elle est chez ceux qui remplissent vos rayons et chez nous qui nous déplaçons dans vos magasins. Donc c'est facile de dire comme Total, c'est-à-dire que Total dit, pour les avoir eus en face de moi, on ne met pas un pistolet sur la tempe de ceux qui achètent notre essence. Certes. Et la responsabilité est partagée avec Volkswagen, Volvo et compagnie. Mais ça, c'est l'histoire du scope 3 et c'est l'histoire du climat en fait. On partage la responsabilité. Donc, vous, enfin j'aurais une question, peut-être qu'on peut en reparler plus tard, mais quelle est la part du dialogue que vous entamez avec ceux avec qui vous partagez vos émissions? Donc il y a l'influence. Donc vraiment pour répondre à ta question, Cédric, il s'est passé un truc, 2018, c'est le rapport du GIEC en fait, 1.5, vraiment, qui a vraiment créé quelque chose chez les entreprises. Donc ça fait 4 ans, mais on n'y est pas encore. Et pour le coup, donc il y a 2 enjeux. Il y a celui-là qui est soft, je passe les plats et finalement j'ai un pouvoir que je ne veux pas endosser pour de bon. Et Audrey, en fait, le hard, c'est-à-dire que je fabrique des produits, quoi. Et là, je dois repenser mon modèle, me fournir différemment. En fait, c'est hyper simple, faut faire. Il y a une contrainte, pour revenir sur ce que tu disais, il faut arrêter de penser que ce n'est pas une contrainte. C'est une contrainte. C'est une contrainte. On doit faire un régime, en fait, il n'y a pas le choix. D'accord ? Sinon, on ne parle pas de climat, c'est-à-dire, là, on parle de climat, il y a des limites planétaires qui existent, tant pour la biodiversité que pour le climat, donc il y a une contrainte. Mais tant mieux, je veux dire, vous fixez des contraintes à vos gosses et ils créeront quelque chose. Donc, c'est pas grave, en fait, la contrainte, et c'est comme ça qu'on va créer plus. Plus, non, mais moins ou mieux. Je termine sur ces trois mots importants. Il faut faire moins, il faut faire mieux, il faut faire plus. Moins, un jour, il n'y aura plus de station essence chez Carrefour. Un jour, il n'y en aura plus. Donc, il faut en faire moins. Au total, encore une fois, c'est délesté de 1600 stations essence. Là. Mieux, tu l'as parfaitement expliqué, comment je transforme, et parfois plus. Si demain, vous vendez des pompes à chaleur, Carrefour, il faut envoyer quoi.
parce qu'on a besoin de pompes à chaleur qui vont remplacer des cuves au fioul. Donc, dans ce cadre de contraintes et de régime, on doit faire moins, mieux ou plus. Je lui avais dit qu'il n'était pas obligé d'être d'accord tout le temps et qu'une table ronde ou autre, c'était pas forcément mal. Non, mais c'est sûr que le sentiment que j'ai, c'est qu'on va pas assez vite. Hein, c'est sûr qu'en effet, moi je préférais supprimer les courgettes et les tomates en plein hiver. Et le kiwi de Nouvelle-Zélande. Et le kiwi de Nouvelle-Zélande. Je préférais supprimer. Mais en fait, je pense que c'est plus puissant de modifier l'écosystème global. Si on devient tous... Si par exemple, j'ai essayé de supprimer courgettes et tomates bio, novembre, décembre, janvier, dans 10 magasins. Ça a été une catastrophe. Ça a été comme si... Le sentiment des clients, ça a été, mais pourquoi Carrefour décide pour moi? Quel est son droit de décider pour moi? Et je me rends compte en effet que ce qu'on a à faire, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que ce qui serait beaucoup plus simple pour nous, ce serait d'arrêter, de se dire, de toute façon, nous, on vendra autre chose. Hein. On est des distributeurs, donc nous, on vendra autre chose. Et ça, ce serait le plus simple. Mais en fait, c'est pas ça. Vous voyez, par exemple, je m'intéresse beaucoup au sujet de la saisonnalité en ce moment. Et je me dis, tiens, une tomate cerise française, au mois de mars, avril, c'est de saison ou pas? Donc pour moi, c'est pas de saison. Parce que la tomate, ce serait plutôt juin-juillet. Mais en fait, elle est produite sous serre dans l'ouest de la France, et c'est une production qui est massive. Qu'est-ce que je fais? Je l'arrête alors qu'elle est produite en France, sous serre, dans des serres, en effet, quelquefois, où même ils utilisent une chaleur résiduelle d'un autre industriel, où je me dis, non, c'est français, cette saison, etc. En fait, il y a un écosystème qui a été créé dans ces 60 dernières années, et c'est cet écosystème qui émet du carbone. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité d'être dans cet écosystème et de vouloir changer l'écosystème. Et changer l'écosystème, c'est complexe. Et c'est pour ça que j'utilise l'idée de tendance. C'est vraiment une danse qu'on a à faire avec le client, avec le consommateur, mais aussi avec nos partenaires. Je reviendrai sur nos partenaires fournisseurs. C'est une danse qu'on a à faire dans laquelle on a à mener le jeu. Et c'est ça, vous dites influence. On a à mener la danse, d'accord, mais c'est quand même une danse avec un rythme. Et ça, c'est hyper important de le saisir. Si la question c'est est-ce que ce rythme me convient? Non. Est-ce que ce rythme est adapté à l'urgence climatique? Non. Est-ce qu'un acteur économique seul peut réussir à transformer l'écosystème? Oui, s'il le fait intelligemment et s'il embarque tout le monde. Et bien sûr que tous ceux qui sont spectateurs de ça, trouvent que c'est pas assez rapide. C'est bien sûr pas assez rapide. Mais on a mis 60 ans à construire ce qu'on a là. Et regardez bien, un truc incroyable, c'est que on a encore des acteurs aujourd'hui qui arrivent avec des courses en 15 minutes, en 30 minutes, et ça marche. Et ça marche chez les jeunes. Là, je vois des jeunes ici qui prennent une gourde et qui prennent pas des bouteilles d'eau en plastique comme ça. J'ai vu. D'accord? Combien a une gourde ici? Combien de gens sont venus avec une gourde dans cette salle? Vous voyez? Et il y a 2 ans, ça n'existait pas. D'accord? Donc, on est en train de changer. D'accord? On s'est imposé cette contrainte. Une gourde, c'est beaucoup plus galère à amener que d'avoir une bouteille directement ici. Mais ça prend du temps. Moi, les premières gourdes, je les ai vendues il y a 6 ans. C'est vrai qu'on n'est pas tous prêts encore à le faire. Moi, je pense que je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais par contre, quand on est dans l'écosystème, quand on est dedans, le changer, c'est une réflexion un peu de fond. C'est la volonté de les engager tous, et ça, c'est long. Et je reviens juste sur l'engagement. Nous, on a demandé à notre top 100 fournisseurs de définir une trajectoire 1.5 SBTI, d'avoir une trajectoire carbone, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, avant 2026. Vous pouvez me dire, oh, le top 100, c'est Unilever, Mars, Nestlé, etc., ils vont le faire. J'ai eu vent de cette réunion. Hein, beaucoup ne savaient pas ce que c'était que SBTI. Non, mais non. Mais la réalité, c'est que quand je prends l'engagement, quand je vais voir mon patron, etc., il me dit, Bertrand, t'es sûr, ils vont réussir? Je lui dis, Alexandre, je suis sûr. Je suis sûr. Mais donc c'est ça, la seule définition de la RSE après 15 ans, c'est comment je peux vous aider. C'est-à-dire que c'est pas les gens qui vont changer les choses, c'est sûr. C'est le gouvernement et les grandes entreprises. Et donc vous devez orienter nos choix de consommation et vous devez aider les fournisseurs parmi les 100 qui sont paumés. Ils sont paumés. Mais c'est...
c'est un mouvement global qu'il faut réussir à mettre en œuvre. C'est un mouvement global dans lequel tout le monde a un rôle à jouer. Dans lesquels tout le monde a un rôle à jouer. Et puis plus il va y avoir de gens qui rentrent dans cet écosystème-là, plus ça va marcher. Mais je suis d'accord. Et moi, j'ai été le premier étonné, dans mon top 100, de voir des gens découvrir le sujet. C'est énorme. C'est énorme. Allô, allô. Ça marche? Non, t'as bien été censuré, j'ai l'impression qu'il marche. Hein. Il y a peut-être des partenaires de notre top 100 qui sont dans la salle, donc c'est peut-être pour ça. C'est intéressant d'entendre, effectivement, on n'a pas éduqué les gens, effectivement. Par contre, entre se dire que je dois éduquer ou se dire je dois influencer, déjà, c'est pas pareil. Et en termes de réponse aux tendances et tout ça, en fait, quand on est une entreprise mature, on doit effectivement pérenniser un certain équilibre et actionner la transition. En revanche, il y a, je trouve, moi, une réponse universelle, c'est-à-dire que pour ne pas rentrer dans la moralisation, c'est si le service qu'on offre, il est mieux-disant, il est accessible en prix, il est facile, naturellement, on va vers ces options. Donc, nous, notre responsabilité, il est comment j'offre un service pour consommer quelque chose dont j'ai besoin, d'utile, mais d'une manière fluide et pragmatique, sans se dire, effectivement, est-ce que je dois faire de l'éducation et tout ça. Et quand, naturellement, j'ai une option qui est simple et accessible en prix, bah, ça fonctionne. Il sera plus cher le jean jacquard? Chippy ou pas? Ben non, pas forcément. Pas forcément? Non, ou pas en fait, dans les modèles qu'on doit poser, par contre, il ne faut peut-être pas le poser de la même manière. Je vais faire un exemple. Là, l'idée du produit qu'on est en train de développer plus durable pour Chippy, il doit rester dans nos targets de prix cible qu'on a en prix de vente, parce qu'on se dit, bah voilà, aujourd'hui on arrive à les vendre, donc on se met ça en entrant. Mais dans la mesure où on vient du coup supprimer quelques étapes, bosser au local ou faire de la réactivité, en fait on vient changer aussi les contraintes qui avaient un coût. Après, je pense que dans l'après-midi on y reviendra, mais on a également beaucoup de contraintes légales et de taxes. Donc en fait, là où on bossait que sur la marche rentrée, bah, maintenant il faut quand même tirer le fil jusqu'au bout. C'est intéressant aussi de se dire, je ne regarde pas que mon petit silo et mes acheteurs, ils sont que sur la marche rentrée. C'est au global, qu'est-ce que ça donne? Et donc l'idée, c'est d'apporter une réponse économique rentable, mais accessible. Alors, l'être humain est doué d'énormément de créativité, d'ingéniosité, d'innovation. Donc on a besoin de temps, par contre, effectivement. Et on a besoin de faire ensemble, on a besoin de se comprendre, on a besoin, bah, effectivement, trajectoire SBTI, ça veut dire quoi ce truc? Donc on a besoin de rapprendre voilà, des référentiels, et je ne sais pas si on y reviendra, mais il faut aussi changer nos leviers de performance opérationnelle, ça passe par là. Si, pour éviter un millefeuille ou une surcouche, on se dit, oh là, il faut encore que je rajoute ce truc-là, mais comment je vais faire? Il faut que finalement les leviers opérationnels de performance qu'on actionne soient plus vraiment les mêmes. Et donc ça, on peut le faire à petite échelle pour... Tu peux donner un exemple de ce que tu mets derrière les mots? Levier de performance opérationnelle. Bah, dans les modèles historiques, on est beaucoup sur une logique de productivité industrielle intensive, très spécialisée, massifiée. Et donc la productivité, pour gagner du temps, on a tendance à intensifier le travail et à le siloter. Dans un modèle alternatif au RSE, on pourrait se dire finalement la productivité, la performance est issue plutôt du fait d'intégrer les solutions, d'où la difficulté qu'on est obligé de bosser en écosystème, la multifonctionnalité, et d'être plutôt sur une performance d'usage que de la vente d'un bien ou d'un moyen. C'est-à-dire que je vends une prestation en nombre de jours hommes, ouais, c'est bien, mais si à l'arrivée, ma valeur d'usage de ma prestation, je ne suis pas satisfaite, si par exemple, j'arrive pas à retourner ma stratégie, eh ben, j'aurais peut-être payé 100 jours hommes, mais voilà, ça ne va pas être génial. Donc, c'est changer les logiques. Sur les leviers opérationnels, marketing, c'est pareil. On a tendance à donner gratuitement finalement ce qui a de la valeur humaine ou du lien. Donc on dit souvent je te vends le bien et puis je t'offre la retouche, la réparation. Voilà, on a peut-être des choses à bouger et valoriser ce qu'on ne valorisait pas. Et donc là, l'idée, c'est de commencer à toute petite échelle, mais avec un écosystème complet. Sur la location ou la seconde main, on l'a fait nous aussi à petite échelle. Et donc le modèle qu'on a développé chez ID Kids,
il a la taille qu'il a, mais il est rentable, il est périn, parce qu'on l'a pris dans un écosystème sobre et puis à petite échelle. Ce que je vous propose, parce qu'il y a plein de sujets dont on aimerait parler, en fait, on voit bien que la direction, c'est assez facile de s'aligner vers le monde souhaitable de demain, même s'il reste beaucoup à inventer, mais enfin, on regarde tous dans la même direction, j'espère, et que la difficulté, c'est beaucoup une question de rythme et de capacité à entraîner l'entreprise. Depuis les investisseurs jusqu'aux gens qui font le boulot, qui sont dans les magasins, dans les usines ou dans les entrepôts, et au-delà de changer les réflexes. Ce que tu le disais très bien, Audrey, s'il ne s'agit pas de faire un truc en plus, mais de faire différemment, alors ça veut dire que ça remet en cause les pratiques, les habitudes, les process, les gestes métiers, etc., etc. Donc l'enjeu de la capacité d'entraînement que vous avez dans les entreprises, il est évidemment déterminant, et au-delà de l'entreprise, dans l'écosystème, même si vous avez des leviers qui sont moins forts. Intellectuellement, tu le disais, Renaud, le fait de dire, bon, ça y est, on a compris qu'il était temps d'y aller, à un niveau un peu au niveau cognitif, je pense que c'est acquis chez la plupart ou la quasi-totalité des dirigeants du retail. Nous, à Diamart, moi, mes clients DG, quand il y en a plus qui me disent « Oh, tu m'emmerdes, c'est pas important ». Quand il y a quelques années encore, quand je leur parlais de RSE, ils me disaient « Va parler à mon responsable com ». J'entends plus jamais ça, ça n'existe plus ça. Par contre, la capacité à se mettre en mouvement et à entraîner l'entreprise, c'est un autre sujet, parce que cette question-là, on n'est pas sûr de savoir y répondre. Donc, comment, compte tenu de cette relative frilosité quand même, est-ce que vous avez comment répond l'entreprise ? Quand vous dites faut aller plus vite, faut aller plus fort, faut changer la façon de travailler, il faut se remettre en cause, est-ce que vous avez une bonne appétence ? Les gens réagissent, ils y vont, ils vous suivent et s'il y a des freins, à quel niveau de l'organisation ou de la crainte de changer sont ces freins ? Non, mais avant de répondre, je vais peut-être réagir aussi à la notion de tendance, les tendances et le prix. En fait, quand la société perçoit un besoin, a une envie, etc. Je peux reprendre l'idée des gourdes, par exemple. Quand la société s'est accaparée le sujet des gourdes parce que nous, on en a proposé, parce que, etc., eh ben, c'est une tendance. Et là, la société, donc les consommateurs sont prêts à payer le prix. Et parce qu'ils accordent de la valeur. Madame, qui a une gourde, accorde de la valeur à sa gourde. Et donc là, elle était prête à payer cette gourde. Et ça, c'est pour ça que je pense que dans notre métier, il faut écouter la tendance, avoir le produit qui va créer de la valeur pour le consommateur, parce que lui, il sera prêt à payer. Par contre, quelquefois, vous sortez un produit, par exemple, j'ai lancé la consigne il y a 2 ans, il y a 3 ans, la consigne sur 40 produits de grande consommation. C'était pas une tendance de marché. Et donc ça, c'est super dur. Ça, c'est super dur parce que le client, il comprend pas. Il se dit, bah non, moi, c'est super galère de revenir avec mes emballages au magasin. C'est un monde de contraintes. On est un peu trop en avance. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire quand même. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est cette danse qui a joué entre tendance, valeur et prix. Et vous voyez... Et c'est comme ça qu'on arrive à entraîner un petit peu. Par exemple, je peux même faire un sondage ici, pour revenir sur le sujet du scope 3. Qui a le sentiment dans la salle d'avoir réduit sa consommation de viande et d'être devenu un peu flexitarien ? Allez-y, levez la main. C'est dingue, non ? C'est dingue. C'est quand même dingue. Ça veut dire que, bien sûr qu'il y a une influence de la société. Bien sûr que la société, vous ne savez pas pourquoi, vous écoutez la radio, vous écoutez peut-être vous voyez dans les magasins, vous voyez tout ça, etc. Et bien en fin de compte, vous-même, vous avez changé de mode de consommation. Et ça, si vous êtes un distributeur et qu'il y a 3 ans, vous vous êtes pas dit, tiens, cette tendance-là, elle est dans la consommation, que vous n'avez pas testé, je vais utiliser des mots que je n'ai pas le droit d'utiliser, mais des faux steaks, des faux nuggets, vous n'avez pas testé tout ça, vous n'avez pas essayé, vous n'avez pas mis en avant les légumineuses. Si vous n'avez pas demandé à des Français de produire des légumineuses il y a 4 ans parce que vous dites que la consommation, elle va être flexitarienne, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut réussir à identifier, c'est comment moi je vais répondre à une tendance qui va être future. Et ça, c'est dingue.
Et je pense que c'est comme ça qu'on peut réussir à influencer l'écosystème. C'est de prévoir un peu ça. Par contre, si vous pouvez m'aider aux prochaines tendances, ça nous aiderait pas mal, parce que c'est la quête de ce qu'est un distributeur. Alors, pour répondre à ta question, quels sont les freins que l'on rencontre, c'est ça, c'est quels sont les freins que l'on rencontre en interne. Et les freins qu'on rencontre en interne, c'est les mêmes qu'il y a ici. C'est-à-dire qu'ici, peut-être qu'il y a 50% de gens qui trouvent que ce que je dis, c'est complètement naze. D'accord ? Et il y a 50% de gens qui trouvent que ce que je dis, ça a un peu de sens. Levez la main. Non, là, je ne fais pas le sondage. J'aurais trop peur. Dans une entreprise, c'est la même chose. Il y a des gens qui ne sont absolument pas convaincus, qui regardent que leurs chiffres, leurs PNL, leurs résultats, etc. etc. Et je dirais que... C'est ça le problème, c'est des gens vraiment pas convaincus Oui, du tout, qui s'en foutent, ou c'est des gens qui sont intellectuellement convaincus, qui disent c'est sympa, mais qui en fait font pas le pas et passent pas en mode... C'est le même. Je vais vous donner une image très simple. C'est qu'une fois tous les 2 mois, avec mon équipe, une équipe élargie, on va sur les parkings de magasins. Et sur le parking de magasins, on commence une discussion. Bonjour Audrey, ça va? Non, on se tutoie pas. Bonjour madame, je suis un stagiaire directeur du magasin. J'ai envie de savoir un peu ce que vous pensez des sujets environnementaux, des sacs plastiques, etc. Et là, la personne, elle me dit toujours, elle dit à mon équipe, bah oui, c'est important, moi je préfère acheter local, etc., etc. Il y a une discussion qui s'entraîne. Donc on essaie de trouver à peu près les caractéristiques, famille, etc. Puis après, on lui dit, ça vous dirait qu'on vous accompagne faire vos courses? On vous accompagne, on dit rien, on vous accompagne. Alors là, je peux vous dire un truc. C'est que la personne qui vous a dit qu'elle voulait protéger l'environnement sur le parking, une fois qu'elle aura les 2 mains sur le caddie, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Et je peux vous assurer d'avoir fait l'exercice il y a 1 mois avec des jeunes collègues de mon équipe, ils m'ont dit à la fin, merde, franchement, ils y croient pas du tout, les gens, quoi. La dame, elle m'a parlé du bio, elle n'a pas acheté un produit bio. Et il y a une dame qui a parlé du 0 plastique. Quand elle a acheté la salade, elle a acheté la salade en sachet plastique. Et donc, en fait, c'est pas facile. Ça veut dire que j'ai la même chose dans l'entreprise. On a des acteurs d'entreprise qui, bien sûr, sont volontaires. Qui n'a pas envie de protéger la planète? Enfin, je veux dire, tu peux faire un sondage ici. Celui qui dit non, moi, j'en ai rien à faire, j'ai envie de polluer à fond la caisse, ça n'existe pas, ça. Cette personne-là, elle n'existe pas. Donc, tout le monde a envie. Tout le monde est de bonne volonté. Par contre, le quotidien ramène toujours les gens à revenir à des choses qui sont l'ancien monde. L'ancien monde, c'est quoi? C'est je recopie ce que j'ai fait la fois d'avant. C'est quand même dingue. On aime bien recopier ce qu'on a fait juste avant. Regardez dans ton secteur. Ah oui, 5 minutes, d'accord. Dans ton secteur, le textile, il y a de la promo en janvier, c'est pas ça? Non, c'est pas la promo en janvier. Il y a les soldes, voilà. Et en fait, on reproduit chaque année, et donc c'est ça qu'il faut réussir à briser. Bon, je parle. C'est passionné, Audrey. Sur la question, du coup, pour compléter et pas reprendre, et en transparence, donc je ne suis pas non plus sur les personnes, puisqu'on est tous, la personne du caddie que tu as décrit. Je pense quand même dans la structure organisationnelle de l'entreprise, moi ce que je constate, c'est qu'il y a un niveau hiérarchique où c'est absolument génial au niveau opérationnel. Il y a un champ des possibles extraordinaire. Là où c'est plus compliqué, c'est juste en dessous le sommet. Alors bon, nous on est une entreprise plus petite, parce qu'on vient titiller justement ce qui a fait réussir l'entreprise sur des anciens critères et les enjeux aujourd'hui économiques qui sont très forts. Ce qui fait que c'est quand même des populations qui sont plus en difficulté et qui peuvent devenir schizophrènes clairement, beaucoup plus qu'à d'autres échelons plus opérationnels où on peut trouver des briques. Donc il y a quand même un frein du milieu de la pyramide qui reste une population particulière à accompagner. C'est souvent le cas. Voilà. Le dernier sujet promis, Renaud, j'avais promis qu'on en poserait une question là-dessus. Tu nous as dit que tu étais un passionné des crédits carbone et de la compensation. Ça m'intéressait d'avoir votre sentiment sur ce sujet très rapidement. On entend beaucoup dire que la compensation, c'est une façon de s'exonérer, de faire le boulot, que le vrai rôle des entreprises, c'est de changer leur façon de faire leur métier, leur business model, et que la compensation, c'est s'acheter une bonne conscience en plantant des arbres et que ce n'est pas le vrai sujet. Je caricature un petit peu, évidemment. Ça m'intéresserait et en même temps, on voit bien qu'en même temps, c'est un sujet sérieux et que si ça existe, c'est pas pour rien, quoi. Donc, est-ce qu'en 2 mots, peut-être, vous pouvez nous dire quelle est la posture, la doctrine, la conviction de l'entreprise
Sur la compensation, est-ce que vous en faites un peu, beaucoup, pas du tout? Est-ce que vous dites qu'il faut le faire après, à la fin? Et après, Renaud, peut-être tu concluras en nous donnant ton point de vue. Et le tout en 45 secondes chrono chacun. 45 secondes. Je ne sais pas si c'est le mot compensation. Peut-être Renaud pourra nous le dire. Moi, je suis persuadé que les filières agricoles, quand elles développent une agriculture régénératrice, c'est-à-dire une agriculture qui va réussir à capter du carbone pour le réinjecter dans le sol, ce qui est absolument nécessaire pour l'agriculture dans le monde, hein, on le fait en Argentine, on le fait aussi en France, elles captent du carbone. Et cette captation du carbone, aujourd'hui, notre travail, c'est d'essayer de la mesurer. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je vends une pièce de bœuf, par exemple, c'est une pièce de bœuf en Argentine, Huela Natural, eh ben, je sais que j'ai capté X tonnes de CO2. Et donc, je vais investir pour que nos producteurs, eux, mettent en œuvre une agriculture qui va capter le carbone. Et donc, c'est une forme un peu de compensation, mais c'est dans ma chaîne d'approvisionnement parce que je fais de l'alimentaire. Pour moi, évidemment, c'est une question d'équilibre. En fait, tout outil est utile, ça dépend comment on l'utilise. Donc, si on se dit, je commence, je me auto-déclare neutre en carbone parce que je compense les émissions que j'émets, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Donc, de réduire évidemment son impact carbone et biodiversité, parce que ça va être compliqué de compenser la pollinisation, je pense quand même. Mais je pense que ça reste un levier incontournable in fine pour atteindre l'objectif qu'on se fixe tous collectivement. Donc c'est pas une clé d'entrée, c'est un levier pour moi. Voilà. Alors je vais faire un peu d'hypnose, fermez les yeux. Vous devez tous acheter des crédits carbone, tous. Vous êtes riches, nous sommes riches, achetons des crédits carbone, puisque le principe est de soutenir des bons projets. Donc si vous filez de l'argent à Médecins du Monde, Oxfam ou je ne sais pas qui, c'est la même chose. Donc il faut acheter des crédits carbone et éviter d'annuler vos émissions. C'est ça qui ne marche pas et qui n'a jamais marché pendant 15 ou 20 ans. Et donc la contribution, donc je renvoie vers le white paper qu'on a sorti il y a quelques temps. Et vous avez de la chance, il y en a un qui sort aujourd'hui, mais j'en parlerai tout à l'heure sur la virgule. La contribution, c'est activer des leviers dans votre chaîne de valeur. Donc effectivement, c'est celle-ci. Augmenter les puits de carbone parce que vous êtes dans l'agro-industrie et vous avez de la chance. Vendre des produits qui vont aider les autres à réduire, ça s'appelle les émissions évitées. 1. 2. Acheter des crédits carbone. 3. Investir au bon endroit. Investissez, montez au capital d'entreprises qui sont là pour apporter des solutions et vous recevrez des dividendes climat. Okay, et soutenez des ONG. Ce n'est pas certifié, ce n'est pas grave. Planète Urgence qui plante des mangroves à Madagascar, c'est super, c'est pas certifié, mais c'est très bien. Et la neutralité carbone des produits n'existe pas. C'est un leurre. Le zéro CO2, ça n'existe pas. Le zéro a la même valeur, quel que soit le produit. Donc ça ne marche pas, en fait. Donc je discutais avec une journaliste hier. Le meilleur terme, selon moi, c'est la compatibilité. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans les rayons de Carrefour, on ait des petites étiquettes qui disent ça c'est compatible avec la neutralité carbone, c'est-à-dire que ce produit-là existe dans le monde que l'on veut. C'est-à-dire qu'il faut toujours repartir de la ligne d'arrivée. Chez nous, ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Le monde en a une aussi. Vous repartez de la ligne d'arrivée et vous regardez à quoi ressemblent les produits qui existent dans ce monde-là. Et il y aura probablement le jean Chippy. Merci beaucoup. C'était passionnant.